Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Vous êtes l'invité donc de la grande interview de la Provence dans notre studio. Vous avez 55 ans. Vous avez été ministre de l'Intérieur pendant 1 an et 8 mois jusqu'en juillet dernier. C'était notamment pendant la crise des Gilets jaunes et la première vague du Covid. Depuis juillet, vous êtes redevenu député des Alpes de Haute-Provence, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Votre fief, c'est Forcalquier. Vous en avez été maire pendant plus de 16 ans. Vous avez également été vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous Michel Vauzel. Vous avez tenté de lui succéder en 2015 en étant tête de liste PS, mais vous êtes retiré entre les deux tours au profit à l'époque du républicain Christian Estrosi pour faire barrage au Rassemblement national de Marion Maréchal-Le Pen. Les questions politiques, les questions d'actualité, les questions qui fâchent peut-être aussi, ce sera dans 2 minutes. Mais avant cela, on a une toute première question à vous poser. Qui êtes-vous vraiment, Christophe Castaner ? Je suis quelqu'un qui n'a pas oublié son parcours. Peut-être parce que je suis ici à la Provence, le souvenir d'avoir été correspondant au Provençal, d'avoir été salarié du Provençal un été, l'année où j'ai passé mon bac en candidat libre. Là aussi, une expérience, un souvenir personnel, celle d'un parcours un peu atypique dans ma scolarité qui fait que j'ai passé mon bac en candidat libre à Manosque. Je l'ai eu avec un peu de chance, un peu de travail et j'ai pu, grâce à ce que la République offre à chacun, réussir à être aujourd'hui dans des responsabilités qui sont certes exceptionnelles, mais je n'oublie pas qui je suis. Un alpin, un habitant de cette région, quelqu'un qui aime à s'y retrouver. Alors on passe maintenant aux questions d'actualité. C'est François Tonneau, du service politique de la Provence, qui s'y colle. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Ça fait donc 6 mois, on l'a dit à peu près, que vous êtes président du groupe de la majorité présidentielle, on va dire, à l'Assemblée nationale. 6 mois, et beaucoup s'accordent à dire que l'atterrissage est plutôt réussi, que vous êtes bien dans votre nouveau costume. Ça fait un petit peu penser à l'époque où vous étiez porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'au fond, c'est pas là votre meilleur rôle ? Je ne sais pas, mais c'est un rôle passionnant, intéressant, important, passionnant, parce que je travaille avec des femmes et des hommes qui, au fond, ne sont pas des professionnels de la politique. La plupart ont été élus pour la première fois députés en 2017. Ils portent 1000 métiers, 1000 expériences. Ils ont été infirmières, ils ont été chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise, ils ont été policiers pour certains, et ils sont aujourd'hui députés. Et donc je dois animer ce groupe avec cette grande diversité. C'est une source de difficulté, mais en même temps, c'est une richesse formidable. Faire le lien, ça correspond à votre caractère, en fait ? Oui, j'aime bien. J'aime bien être manager, il faut aussi être leader, il faut quelquefois aussi être un peu craint. Et donc, mon expérience aujourd'hui me permet de faire cela. Les retours sont plutôt bons, mais nous sommes dans une période difficile, sensible pour les parlementaires, comme pour le gouvernement et surtout comme pour les Français. Et donc, restons sur ce sujet serein et surtout modeste. Puis vous avez connu entre les deux périodes qu'on évoquait une autre période qui vous a valu énormément de lumière mais aussi de difficultés, hein, la place Beauvau, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'au fond ce costume-là était vraiment fait pour vous avec le recul, connaissant votre caractère de lion? Là pour le coup vous disiez il faut savoir faire preuve d'autorité de temps en temps. Quand on est ministre de l'Intérieur il faut tout le temps faire preuve d'autorité. Avec le recul c'était une expérience difficile? C'était une expérience extraordinaire, dans un moment extraordinaire. J'ai pris mes fonctions au moment d'inondations dramatiques dans l'Aude avec 14 morts. Et puis on a connu des phénomènes terroristes, le mouvement des Gilets jaunes, 55 000 manifestations à devoir gérer, à la fois dans l'autorité, mais aussi dans l'écoute, dans le dialogue. Et puis vous savez, le ministère, certes, vous êtes à la tête de 350 000 personnes, mais en même temps, c'est un ministère éminemment humain. Et vous devez, là aussi, être à hauteur d'homme, y compris quand on s'enguirlande, et c'est arrivé quelquefois avec des représentants syndicaux, mais dans le travail au quotidien, il ne faut jamais négliger cette dimension-là. On vous a vu en arrivant à la Provence être salué immédiatement par les policiers. Vous avez gardé un contact avec les policiers partout où vous passez Oui, partout, oui, parce qu'on a eu des moments exceptionnels à gérer ensemble. Et je sais que quand le ministre travaille avec le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, il y a derrière des femmes, des hommes qui sont dans ces difficultés, que nous devons soutenir, que nous devons équiper, que nous devons accompagner. C'est ce que j'ai fait. J'ai contribué à une
très significative augmentation de salaire, par exemple, pour les policiers, les gendarmes, et je pense que c'était nécessaire de le faire. J'ai engagé des programmes de réforme ambitieux, notamment en matière de lutte contre les stupéfiants. J'ai le souvenir d'avoir lancé avec plusieurs ministres à l'époque, ici à Marseille, une réforme en profondeur de la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l'ensemble du territoire national, à partir d'ailleurs d'une expérience qui avait été mise en place ici à Marseille par Laurent Nunez, avec lequel j'avais la chance d'être au gouvernement. Si, pareil, si on prend un peu de hauteur, ces 20 mois au ministère de l'Intérieur, ça, dans votre vie, ça restera l'une des choses les plus marquantes, les plus enthousiasmantes Les plus marquantes, oui. Mais ensuite, vous savez, il faut prendre chaque expérience en fonction de ce qu'elle est. Je sais qu'à la fin de ma vie politique, je ne sais pas quand elle arrivera, peut-être que la chose qui, au fond, sera le plus grand de mes marqueurs, c'est celui d'avoir été maire de Forcalquier. Donc, vous voyez, ça n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais c'est quelque chose aussi d'essentiel pour moi. Donc, c'est à la fois, ce sont des expériences de vie extraordinaires au sens de ce que nous faisons, avec des difficultés qui sont différentes, mais toutes sont difficiles. Vous savez, il n'y a pas de première division ou de deuxième division. Il y a à un moment donné, vous êtes en responsabilité, et les femmes et les hommes politiques, je sais qu'ils sont beaucoup critiqués, quelle que soit leur couleur politique, tentent toujours de faire au mieux. Replongez-nous dans l'ambiance gouvernementale d'il y a un an, presque jour pour jour, c'était le premier confinement. Comment ça se vivait à l'époque? Est-ce qu'il y avait une forme d'affolement ou de forte inquiétude sur le sort du pays au moment de cette première vague? D'affolement, jamais, mais des difficultés quand le président de la République, un lundi, décide de mettre en place le confinement. Nous déjeunons dans un déjeuner de travail, il faut le mettre en œuvre, je suis ministre de l'Intérieur. Le confinement débute le mardi. Mais il faut par exemple inventer des attestations. On l'a fait en 24 heures, en travaillant sur le modèle italien. Et 24 heures après, l'ensemble des forces de sécurité intérieure de ce pays étaient mobilisées, non pas pour mettre des procès-verbaux, mais pour faire en sorte que le confinement se passe au mieux. Et donc, on a avancé sur des données scientifiques qui étaient fluctuantes, qui bougeaient tout le temps. Nous ne maîtrisions rien de l'information d'un point de vue scientifique sur le virus. Et donc, il a fallu adapter, il a fallu territorialiser, il a fallu rassembler dans un moment où les Français avaient peur et des moments où nous devions faire face à des incertitudes, mais même face à l'incertitude, il faut trancher. Le président, le Premier ministre Édouard Philippe, moi à l'intérieur, avons mis toute notre énergie pour accompagner cela. La particularité, c'est que du jour au lendemain, quasiment, on vivait 18-20 heures de travail par jour uniquement sur la thématique du Covid. J'ai le souvenir à Beauvau de journées rythmées par 4-5 réunions qui succédaient. Je finissais mes journées avec l'ensemble des préfets de France pour écouter ce qui se passait sur le territoire, faire remonter mais aussi faire redescendre les instructions, faire bouger nos politiques sur plein de sujets en fonction de la réalité du vécu sur le terrain. C'est une expérience assez unique, mais c'est surtout un combat qu'il faut mener avec et pour les Français. Les Français ont été très critiques malgré tout, hein, même s'ils ont joué le jeu du premier confinement. Est-ce que vous estimez qu'ils ont été injustes avec le gouvernement par rapport aux masques, aux tests, hein, on ne va pas vous refaire l'histoire, mais vous la connaissez mieux que nous. Il y a certainement une part d'injustice dans la critique, une sorte d'habitude très française. C'est intéressant de comparer avec l'Allemagne, où souvent pour les mêmes décisions, vous avez 70% de soutien du peuple allemand à la chancelière allemande et vous avez 70% de critique du peuple français à son représentant, quel qu'il soit. Mais on a aussi commis des erreurs, y compris en communication. Vous évoquez les masques. On a laissé penser qu'il y avait une gestion difficile en France. Il y avait une crise mondiale des masques. Il n'y avait plus de masques dans le monde entier. N'oubliez pas que c'est la France qui, à un moment donné, a fourni un stock de masques pas important à la Chine, qui était elle-même en carence, alors que c'était la Chine qui produisait les masques. Donc il y a eu une pénurie mondiale, et c'est vrai qu'on a eu un débat franco-français sur comment se fait-il qu'il n'y ait pas de masques. On n'en produit plus dans le monde. Et c'est vrai que peut-être que dans notre communication, on a écouté les scientifiques qui nous disaient les masques ne sont pas nécessaires. On a porté cette parole-là, et je pense à Sibeth Ndiaye qui l'a portée, en fonction de la donnée scientifique qui lui était donnée. J'ai un jour rassemblé l'ensemble des organisations syndicales de police, par exemple, et j'avais demandé au professeur Salomon de venir face à eux, et il leur a tenu le discours qu'on a tenu au public, c'est-à-dire les masques, à ce moment-là, n'étaient pas considérés comme nécessaires d'un point de vue scientifique. Mais en même temps, nous savions que de toute façon, et c'est le discours que je tenais aux organisations syndicales, même si je le voulais, nous étions en carence de masques. Par contre, très vite, la France a été un des premiers pays Europe en volume à disposer de masques. J'ai souvenir d'avoir été à Berlin, par exemple, à un moment où en France on était équipé, il n'y avait plus de pénurie de masques. À Berlin, il y avait 0 masque. Voilà. Oui, il y a
un regard critique, mais on ne peut pas en vouloir aux Français d'être critiques. Ils ont plutôt bien joué le jeu pendant le premier confinement, les Français, on applaudissait le soir, etc. Le deuxième, ça a été plus dur. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron hésite fortement, plus que fortement, à reconfiner une troisième fois? Est-ce qu'il se dit les Gaulois réfractaires vont pas jouer le jeu cette fois? Non, je pense que c'est beaucoup plus simple. Il se dit que ça n'est pas nécessaire d'un point de vue sanitaire. Certes, les autorités sanitaires poussent au confinement, mais avec l'analyse qu'il a, des éléments d'information qu'il a, il dit que ça n'est pas nécessaire. Et la preuve que ça n'est pas nécessaire, c'est que depuis un peu plus d'un mois où cette décision a été prise de ne pas reconfiner le pays, nous tenons. Et nous tenons bon, même si la situation reste extrêmement tendue partout en France et dans notre région aussi, et en particulier dans les Alpes-Maritimes. Et pourtant, il y a un nouveau de critique, cette fois sur le couvre-feu. On dit 18h, ça ne sert à rien, tout le monde est dans les transports en commun ensemble, au magasin ensemble avant la fermeture. Est-ce qu'il y a une vraie solution? Est-ce qu'elle existe Si j'écoute les commentateurs et les spécialistes, ils ont inventé une sorte de zéro Covid magique, où il n'y a qu'un faucon. Je le vois ici à Marseille, où quand on a pris des mesures de fermeture des bars tard le soir, certains ont immédiatement contesté, ont même fait des recours aux tribunaux, je pense aux responsables politiques dans cette région. Et puis ensuite, quand on n'a pas confiné, quelquefois les mêmes nous reprochaient de ne pas avoir confiné. Vous savez, les commentateurs ont pu changer d'avis et au fond, ça n'avait pas beaucoup d'importance et ils pensaient que personne ne s'en apercevait. Quand vous êtes en responsabilité nationale, vous devez prendre des mesures qui sont dures, difficiles à vivre pour nos concitoyens, mais avec un seul objectif, les protéger. Et protéger aussi notre système hospitalier. Vous pensez qu'on sera reconfiné? J'appelle Irma. Oui, c'est toute la difficulté. Et en ce moment, notamment à Marseille, je vais éviter de parler de sorcières ou de gens qui lisent dans la boule de cristal. C'est une référence à une émission de variété et un débat qui a marqué la semaine. Non, plus sérieusement, je suis incapable de répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que le gouvernement, la majorité, nous faisons tout pour empêcher de devoir revenir à un confinement, mais que nous suivons des indicateurs au jour le jour et que c'est en fonction de ces indicateurs qu'il faudra prendre les décisions. Ceux qui aujourd'hui prédisent l'avenir prennent le risque de se tromper, mais ça n'est pas le plus grave, mais mentent aux Français. Et ceux qui aujourd'hui disent il faut tout alléger, tout suspendre, tout supprimer, font courir un risque aux Français. Alors, il y a une autre question qui fait naturellement polémique, c'est la stratégie vaccinale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le recul, encore une fois, c'était la bonne? Écoutez, d'abord, là aussi, comme pour les masques à une époque, il y a de toute façon sur le marché mondial moins de vaccins disponibles que notre besoin. Ensuite, le Premier ministre, en fonction de ce qui était disponible pour l'Europe et donc pour la France, a annoncé le 15 décembre un calendrier. Non seulement nous avons tenu ce calendrier, mais il a été accéléré. Notre objectif est que mi-avril, il y ait 10 millions de Français qui soient vaccinés. Je pense que, sauf catastrophe dans la production et dans la livraison des vaccins, nous tiendrons cet engagement. En fin de semaine dernière, nous étions à 4 500 000 vaccins délivrés dans ce pays et je pense qu'avec le week-end, nous sommes à 5 millions. Le rythme se poursuit, mais avec cette réalité qui est qu'il y a moins de vaccins disponibles que le besoin immédiat si on voulait vacciner tous les Français. Donc le gouvernement a fait des priorités, notamment celles sur les personnes âgées, et on constate aujourd'hui une chute significative du nombre de décès chez les personnes âgées. C'est un combat gagné, mais c'est un combat qui n'est pas terminé. Vous ferez vacciner dès que possible? Dès que je serai dans la catégorie de ceux qui doivent être vaccinés, peuvent être vaccinés, je le ferai, mais sans passe-droit. Et il se trouve que j'ai moi-même eu le Covid, et donc j'ai encore quelques capacité de protection supérieure parce que quand on l'a eu, on a des anticorps en soi. Alors les anticorps, on peut faire une pirouette et évoquer votre rôle de patron du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Parlement, aujourd'hui, dans cette période d'état d'urgence perpétuelle, renouvelée, a assez de pouvoir? Vous savez, d'abord, sur chaque décision prise par le gouvernement, il y a des heures et des heures de discussion à l'Assemblée nationale sur le texte d'état d'urgence sanitaire. Et si je devais faire la synthèse de toutes les prises de position, je pense que nous ne ferions rien. Parce que les oppositions, oui, parce que les oppositions, parce que les déclarations, parce que le sentiment de tel ou tel est ainsi. Et donc je crois qu'il faut faire confiance à l'exécutif pour prendre des mesures rapides sur ce sujet, mais sous le contrôle du Parlement. Et c'est ce que nous faisons. Et je peux vous dire que le gouvernement, à aucun moment, ne cherche à cacher quoi que ce soit sur ces sujets, la stratégie vaccinale ou tout autre sujet. Et donc, c'est un bon équilibre. Ensuite, le Parlement pèse,
qu'il autorise le gouvernement. Le Parlement pèse parce qu'il contrôle, mais je crois qu'il ne faut pas être dans une suspicion permanente. Il faut aussi faire confiance à ceux qui sont en responsabilité et qui ont un meilleur niveau d'information que celui que j'ai comme président de groupe. On voit beaucoup quand même vos députés de la majorité gronder. Il n'y a pas de, c'est pas comme du temps des socialistes où on a des frondeurs, mais parfois on n'est pas passé très très loin de ça. Comment vous avez fait? C'est quoi la recette pour tenir une majorité sans les faire passer pour des godillots, tout en leur donnant assez de visibilité? Il m'arrive de gronder moi aussi. Ouais. Il m'arrive de dire au Premier ministre, au Président, à des ministres que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel sujet. Il m'arrive de gagner un arbitrage, il m'arrive d'en perdre. Et en cela, le groupe contribue à cette discussion. Et quand il y a des sujets de tension, ma méthode, c'est de prendre tout le temps nécessaire, d'en parler. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a aucun sujet qu'on cache sous le tapis. Et puis ensuite, à un moment donné, on prend une décision et on l'assume et on la porte. Je n'impose jamais une autorité de vote en disant c'est comme ça et pas autrement, parce que je pense que ça ne servirait pas à grand-chose. Donc je ne suis pas un maître d'école qui délivre des bons points ou des mauvais points, mais par une parole libérée, discutée, éclairée de la discussion, on essaie de trouver des éléments de convergence. Je vous ai dit, 1000 parcours, ça peut être aussi 1000 opinions, ça n'est pas le cas au sein du groupe, mais ça peut être des opinions très différentes. Et à partir de là, je dois aussi contribuer que de cette dynamique, de ce collectif, de cette énergie collective, sorte une ligne. C'est celle ensuite que j'incarne, que je porte, et j'essaye de convaincre. Jusque-là, ça va. Oui, le sentiment quand même, par instant, je pense notamment à la loi sécurité globale, ces fameux articles 24, que le Parlement a avalé des couleuvres à l'époque. Alors, vous vous êtes rebellé. Effectivement, on est revenu là-dessus. Le gouvernement, Gérald Darmanin, a levé un peu le pied. Mais parfois, vous sentez qu'il est nécessaire de rappeler à l'exécutif que c'est quand même un régime avec une assemblée et un Sénat qui doivent aussi donner leur avis et que ça ne peut pas se faire uniquement par décret. Oui, mais ce texte est un bon exemple. D'abord, au départ, c'est une proposition de loi portée par 2 députés, Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot. Puis le gouvernement propose de mettre des ajouts. Et il y a des éléments de contexte aussi. Et l'article 24, c'est un élément de contexte ou des éléments de contexte qui laissent à penser qu'au fond, nous pourrions négocier la liberté de la presse. J'ai eu l'occasion de dire au président de la République, à Gérald Darmanin, il y a une chose que je n'accepterai jamais. C'est qu'on laisse penser que la liberté de la presse est accessoire. Et donc oui, j'ai pesé pour que l'article 24 soit suspendu, et il sera réécrit au Sénat, nous le voterons de façon très différente, pour assurer à chacun la liberté aussi d'exercer une sorte de contrôle, y compris de contrôle sur la police. Et en même temps, ne jamais négliger que nos policiers et nos gendarmes ont besoin d'être protégés. Et que cet article visait aussi à les protéger dans leur vie privée, dans leur famille, pour éviter qu'on puisse diffuser des informations comme leur adresse personnelle, parce qu'ils sont menacés aussi. Et donc c'est ce point d'équilibre que nous voulions trouver. Nous ne l'avons pas trouvé. J'ai assumé de dire, et j'ai fait une conférence de presse, nous suspendons l'article 24, parce qu'on ne négocie pas avec les libertés fondamentales, et encore moins avec celles de la presse. Et un autre curseur, c'est celui du rapport aux citoyens. On le voit depuis 2017, et c'était voulu par Emmanuel Macron. La façon de faire de la politique a changé, doit changer, va changer. Toujours est-il que la Convention citoyenne a émis ses fortes réserves sur la manière dont le gouvernement et le Parlement travaillent sur la loi climat. C'est actuellement en discussion à la Commission spéciale de l'Assemblée nationale. Là aussi, les avis divergent. Comment faire en sorte de contenter les citoyens ? C'est toujours une question d'équilibre. Parce qu'effectivement, d'abord, vous l'avez souligné, la Convention citoyenne, ce sont 150 Français choisis au hasard, qui ne sont pas les spécialistes de tel ou tel sujet, qui travaillent pendant plusieurs mois, de longs week-ends, et qui font des propositions. Le président de la République les valide, et certaines doivent avoir une traduction législative, d'autres, ce n'est pas nécessaire de passer par la loi, certaines sont déjà en place, et donc nous sommes dans le temps législatif. Et à ce moment-là, les parlementaires reprennent aussi leurs responsabilités pour améliorer un texte. Moi, j'ai entendu les membres de la Convention citoyenne, j'ai vu aussi avec déception certains, au fond, faire de la petite politique politicienne. C'est-à-dire qu'une vingtaine d'entre eux ont voté 0 sur la totalité des propositions qui étaient faites, y compris une qui reprend, mais mot à mot, c'est la modification de la Constitution, la proposition qu'ils avaient faite, ils ont quand même mis 0. Donc il y a un peu de politicaillerie très vite qui apparaît aussi. Politicaillerie ? Politicaillerie, enfin j'en sais rien, enfin bon, il y en a qui déconnent, quoi. Non, plus sérieusement, au fond, je trouve que c'est dommage. Ils ont un peu gaspillé aussi leur travail. Mais par contre,
il ne faut pas gaspiller la Convention citoyenne, parce que c'est un bon outil, c'est un outil de respiration démocratique dont on a besoin. Et donc les députés sont en train d'y travailler. Au moment où on se parle, ça se poursuit encore pour toute la semaine qui vient et toute la semaine dernière sur la Convention, au sein d'une commission spéciale que j'ai mise en place pour justement avoir des regards très différents. Et nous aurons un texte qui sera extrêmement ambitieux et qui mènera en matière de référence la France au meilleur niveau dans le combat contre le réchauffement climatique. Le temps passe vite. Une ou deux questions peut-être de politique nationale, François. Puis on évoquera évidemment les régionales qui arrivent cette année et ensuite on parlera évidemment de l'actualité dans le département des Alpes de Haute-Provence. Oui, une question évidente sur la proportionnelle. Bon, ce débat est revenu de temps en temps à la faveur des coups de boutoir du MoDem, d'un de vos alliés principaux au sein de la majorité présidentielle. On a l'impression, pour reprendre une expression chère à la Macronie, que vous procrastinez, c'est-à-dire que vous remettez au lendemain ce qui pourrait être fait le jour même. La proportionnelle, c'est mort pour ce quinquennat ? Non, mais d'abord, nous ne procrastinons pas. Quand il y a un texte de loi qui est inscrit, et le MoDem n'a pas inscrit dans son temps parlementaire le texte sur la proportionnelle, mais quand un texte est inscrit, nous travaillerons dessus, nous l'évaluons, nous le votons, nous ne le votons pas. La proportionnelle n'est pas inscrite dans le débat. Il y a une discussion politique. Il y a des propositions de loi, quand même, il y en a eu deux. Il y a deux propositions de loi, mais qui ne sont pas inscrites en discussion. Vous savez, il doit y avoir à peu près 150 propositions de loi qui sont actuellement déposées à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas discutées. Mais celle-ci, elle est importante parce qu'elle est politiquement importante. Elle correspond en partie à un engagement du président de la République. Donc évidemment, je ne veux pas, sur ce sujet, pousser les choses dans un coin de table. Ce que je pense, c'est qu'une part de proportionnelle et la baisse du nombre de parlementaires est un engagement du président de la République que nous ne pourrons pas tenir. Pourquoi ? Parce que le Sénat s'y oppose. Il faut appeler un chat, et c'est la réalité constitutionnelle qui nous en empêche. Nous pourrions modifier par la seule proportionnelle la composition de l'Assemblée nationale. Mon sentiment est que c'est une réforme qui se fait en début de quinquennat, pas en fin de quinquennat, pas à l'approche des élections. Nous sommes dans des délais courts, mais nous poursuivons l'échange. J'ai demandé d'ailleurs cette semaine, dans l'ensemble des commissions, aux députés de La République En Marche de me faire remonter leurs sentiments, leur analyse de la situation, et je travaillerai sur ce sujet avec Patrick Mignola, à la fois sur ces propositions de loi, mais aussi sur la préparation de l'élection présidentielle qui vient, parce que je crois que la question démocratique sera au cœur de la campagne de 2022. Ça veut dire que ça pourrait être, si Emmanuel Macron était réélu en 2022, ça pourrait être une réforme qui arrive très vite au début du quinquennat suivant, quoi. Moi, je le souhaiterais. Vous le souhaitez. Vous dites, je vais écouter un petit peu ce que disent les députés de la majorité. Certains disent, ce serait pas mal un peu de proportionnel. Je pense notamment à un député marseillais, Saïda Hamada, qui dit ça, parce que ça nous éviterait d'être un peu seuls contre tous. Nous, les marcheurs, on aurait l'obligation de trouver des majorités, non pas de circonstances, mais de projets. Ça changerait peut-être le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est une réforme. Alors, ça dépend de la dose de proportionnel. C'est la question. Une des deux propositions de loi qui est en discussion, c'est 100% de proportionnel dans le pays, et donc du coup, ça change en profondeur les équilibres. Ça peut pousser à des logiques de coalition. Par contre, j'ai le sentiment que la question du rapport du député avec son territoire est une question importante, et que la proportionnelle, par contre, prive de ce rapport-là. Je prends un exemple dans les Bouches-du-Rhône. Il existe une députée d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, Monica Michel. Demain, si je passe toutes les Bouches-du-Rhône dans une liste à la proportionnelle, on aura beaucoup plus de mal à identifier le ou la députée qui, dans les élus, sera le député d'Arles. Et donc la question territoriale, au fond, elle est servie par le scrutin uninominal à 2 tours et elle est desservie par la proportionnelle. C'est aussi un sujet qu'il faut prendre en compte. C'est un argument. Juste une question peut-être sur la sécurité. C'est un sujet que vous connaissez bien, forcément. Votre successeur à Beauvau, Gérald Darmanin, est venu passer 5 jours, je crois, à Marseille la semaine dernière. Il ne voulait plus partir, manifestement, il va revenir. Il avait dans sa besace 300 policiers. Alors, une annonce, mais bon, on les attend à Marseille. Pourquoi attendre 2021 pour amener 300 policiers à Marseille ? Le gouvernement connaissait les besoins de cette ville. Non, mais d'abord, il y a eu des renforts de policiers depuis 2017. Nous avons lancé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes parce que nous avions ces besoins-là. Et évidemment, les Bouches-du-Rhône font partie des bénéficiaires de ces recrutements. Ceux qui vont arriver et qui seront en renfort à Marseille dans quelques semaines sont ceux que j'ai embauchés pour vous parler de la continuité de l'État et que j'ai fait rentrer dans les écoles de police. Et puis ceux que moi-même j'ai accompagné sur le terrain quand sortais d'école de police, c'était Gérard Collomb, mon prédécesseur,
prédécesseur qui les avait mises en œuvre. Au fond, nous devons regarder la politique du quinquennat sur ces 5 années du quinquennat, et donc les moyens que nous mettons en place, un budget qui a augmenté de plus de 2,5 milliards pour la sécurité dans ce pays, c'est le travail de profondeur que nous avons conduit et que je conduisais à l'époque avec Gérald Darmanin, ministre du budget, même si quelquefois je le trouvais un peu trop rigoureux quand j'avais des demandes supplémentaires, et il était dans son rôle à ce moment-là, il est dans son rôle aujourd'hui. Allez, on passe au régional, peut-être François. Oui. On va parler en effet de Sophie Cluzel, officiellement candidate LREM en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, elle l'a déclaré dans la Provence. Sophie Cluzel, quand on lui demande avec qui elle va faire campagne, elle cite votre nom, elle cite Joël Giraud également, votre collègue du gouvernement. Pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté, vous serez au soutien de Sophie Cluzel dans cette région? Il n'y a pas d'ambiguïté, elle est notre chef de file, elle est notre candidate. Nous verrons en cheminant avec les uns et les autres comment appréhender cette élection. J'ai tendu la main il y a quelques semaines à Renaud Muselier, mais j'ai vu avec intérêt dans la Provence de vendredi dernier, je crois, 2 articles. Sophie Cluzel qui annonce qu'elle veut se battre pour la région et Renaud Muselier qui annonce qu'il veut être président des LR dans les Bouches-du-Rhône. Je pense qu'à un moment donné, la question politique doit se poser, de savoir qu'est-ce qu'on veut pour cette région. Est-ce qu'on est capable de porter le dépassement politique? Je l'ai fait en me retirant et faisant en sorte que Christian Estrosi et Renaud Muselier puissent être présidents, l'un dans un début de mandat et l'autre aujourd'hui. Je pense que nous pouvons le construire ensemble. Mais il faut dès le premier tour, c'est ça votre idée, vous? Moi, je continue à tendre la main, mais Sophie est parfaitement armée et elle m'aura à ses côtés et elle nous aura à ses côtés pour conduire la campagne, si cette main tendue n'est pas acceptée par Renaud Muselier, s'il préfère privilégier le cheminement d'une voie au sein des Républicains plutôt que celle du dépassement politique, évidemment, La République En Marche sera représentée dans la campagne des régionales. Alors, puisque vous avez bien lu la Provence de vendredi, vous avez vu aussi l'ironie des représentants du Rassemblement National qui disent, tiens, Sophie Cluzel, candidate à l'REM, Renaud Muselier, ça fait 2 listes à l'REM. Le Rassemblement National, vous l'avez combattu en 2015, ici. On se souvient que Marion Maréchal n'est vraiment pas passé loin du tout de l'élection. Pour vous, ça reste l'ennemi ultime, si on peut utiliser cette expression? Ça reste un risque majeur, et dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus qu'ailleurs encore. Je pense que le Front National peut être très haut, il est une vraie menace, et je pense que les uns et les autres devraient ne pas négliger cette menace-là. Alors je vois Marine Le Pen, une sorte de caméléon politique qui maintenant nous annonce que finalement elle a renoncé à quasiment tous les sujets qui étaient ses marqueurs politiques et que maintenant elle veut faire l'union nationale, le rassemblement national. Mais derrière ce vernis cosmétique, quelle est la réalité? La réalité, c'est l'histoire de Marine Le Pen, l'histoire d'un parti politique qui a été raciste, qui a été antisémite, qui a été condamné, comme son micro-parti d'ailleurs à Marine Le Pen. C'est cette réalité-là. Donc il ne faut pas tromper les électeurs. Et oui, je continue à combattre activement le Front National. Prenez un seul exemple. Marion Maréchal Le Pen, qui était candidate dans cette région quelques jours avant l'élection, qui annonce qu'elle veut faire fermer les plannings familiaux de notre région. Ce droit fondamental des jeunes femmes de pouvoir avoir accès aux soins et peut-être aussi à la liberté sexuelle avec la pilule, Marion Maréchal Le Pen, au nom du Front National, voulait les faire fermer. C'est ça la réalité du Front National et du Rassemblement National. Vous n'êtes pas comme Gérald Darmanin qui pense que Marine Le Pen est trop molle. Pour vous, il reste très dur. Moi, j'ai toujours été dans ceux qui faisaient la différence entre les opposants politiques. Et vous vous souvenez de mon geste vis-à-vis de Christian Estrosi, qui était sur une ligne politique assez dure chez les LR. Et pourtant, je n'ai pas hésité une seconde parce que, et je l'ai dit un soir de 2015, je fais la différence entre mes adversaires et les ennemis de la République. Gérald Darmanin a mené un débat avec Marine Le Pen où il a fait la démonstration de son incompétence sur tous les sujets. On n'a retenu qu'un seul mot. Mais retenons aussi l'émission qui était une émission de combat contre celle qui aujourd'hui prétend gouverner la France en se trompant, en ne maîtrisant pas ses dossiers et en voulant utiliser au fond la France à des fins personnelles. Merci François. Vous allez laisser votre fauteuil à Yvan Bonnet qui va s'asseoir en face de Christophe Castaner pour vous poser d'autres questions. On va vous installer un micro.
Yvan Bonnet, donc, qui suit évidemment l'actualité politique dans les Alpes de Haute-Provence, dans votre département. Christophe Castaner, on rappelle que votre fief, c'est Fort-Calquier. Vous avez été maire de 2001 à 2017. Vous êtes député de cette deuxième circonscription du département. Vous y venez très souvent. Comment ça se passe votre semaine entre Paris, l'Assemblée nationale et la circonscription dont vous êtes élu? J'arrive à y revenir presque tous les week-ends, toutes les fins de semaine. Ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais au gouvernement et en particulier à Beauvau avec toutes les difficultés qui généralement tombaient plutôt les week-ends. Donc aujourd'hui j'ai ce bonheur-là de pouvoir retrouver mes terres à chaque fin de semaine dans ce contexte un peu particulier de gestion de crise sanitaire où beaucoup d'événements sont annulés, n'ont pas lieu. Donc j'ai rouvert une permanence à Fort-Calquier et c'est Fort-Calquier où je vis. Et c'est Yvan Bonnet qui vient tout droit de l'agence de Manosque de la Provence, Manosque que vous connaissez très très bien également. Qui va l'agence, qui va la même d'ailleurs. Exactement, qui va vous poser la suite des questions de cette grande interview. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Vous avez longuement évoqué les régionales. Il y a aussi un autre scrutin très important, les départementales. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a une majorité qu'on va qualifier d'arc-en-ciel, puisque c'est ainsi que son président la qualifie. Un socialiste, René Massette, que vous connaissez très bien aussi. Est-ce que vous allez vous impliquer dans cette campagne des départementales ? Alors, elle est arc-en-ciel, si on veut l'appeler comme ça. Ce que je sais, c'est qu'elle est très surtout composite, opportuniste. Il y a dans cette majorité des gens qui assumaient d'avoir donné leur parrainage à Marine Le Pen à l'élection présidentielle et avoir préféré voter Marine Le Pen plutôt qu'Emmanuel Macron, jusqu'à des socialistes. Et à l'époque, ça s'est coordonné autour de la volonté d'empêcher un candidat, Claude Verhert, qui était proche de La République En Marche, de prendre la présidence du département. Moi, je le regrette parce qu'au fond, ça ne s'est pas fait sur un projet politique, mais plutôt sur un accord de personnes. Et comme ça ne s'est pas fait sur un projet politique, le département n'a pas construit de politique particulièrement innovante, forte, puissante, et on l'a vu dans les discussions notamment du contrat de plan État-région. Et donc il est temps effectivement que le département se réaffirme. Je m'impliquerai à ma place, je ne tends pas être ni candidat, ni leader de quoi que ce soit. Est-ce que vous imaginez une alliance avec les Républicains comme vous le prônez pour les régionales ? On est vraiment sur un mode de scrutin différent. Deux personnes sont en responsabilité pour notre mouvement de piloter les discussions. Le maire d'Oraison, Benoît Gauvin, et Sandrine Cosra, qui est conseillère départementale sortante, sont en train de travailler sur ce sujet. Jean-Yves Roux, le sénateur, qui est aussi conseiller départemental, travaille sur ce sujet. Il y a des femmes et des hommes, y compris issus du DLR, qui veulent porter un projet politique. Moi, je pense qu'il nous faut se rassembler, mais se rassembler sur un projet. Je trouve que les Alpes de Haute-Provence s'embourgeoisent souvent, mais n'ont pas la logique de combat contre d'autres départements. Les Hautes-Alpes, je vais prendre un exemple. Le Salon international de l'agriculture n'a pas eu lieu cette année. Moi, ça fait des années que je vais au Salon international de l'agriculture. Ça fait des années que je passe sur le stand de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je salue le stand des Hautes-Alpes. Eh bien, je regrette de n'avoir jamais salué le stand des Alpes de Haute-Provence. Est-ce que vous évoquez une alliance peut-être, mais La République En Marche ne peut pas remporter et conquérir le département à elle seule. Il faudra forcément des alliances, peut-être avec LR ou... Ben, si on a des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont sortants, sont de nouveaux élus et ont envie de travailler pour ce département et de construire un projet, je suis parfaitement à l'aise. Vous savez, j'ai été ministre dans un gouvernement dont le Premier ministre était Édouard Philippe. Ouais. Il venait des LR, il avait rejoint la majorité présidentielle pour mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron, et donc c'est ce projet-là qu'il a servi, c'est ce projet-là que j'ai servi. Il se trouve qu'il était LR. Ben, je veux dire, j'ai eu un grand bonheur d'être à ses côtés. La République En Marche, ça me donne l'occasion d'évoquer son ancrage territorial, c'est votre département. La députée de la première circonscription, Madame Bagary, a quitté En Marche. Votre suppléante, qui était Madame Emmanuelle Fontaine-Daumézel, a quitté elle aussi En Marche une fois que vous avez repris votre siège. Elle a carrément repris sa carte au Parti Socialiste. Est-ce que c'est l'illustration aussi que la République En Marche n'a pas réussi à s'implanter comme vous l'auriez souhaité ou rêvé dans votre département ? C'est une fragilité. J'ai fait en sorte que l'une soit députée, l'autre soit ma suppléante, dans un contrat de confiance. Et au fond, l'une et l'autre étaient restées socialistes tout en étant candidates pour être élues La République En Marche. Est-ce que c'était aujourd'hui, avec le recul, vous trouvez que c'est de l'opportunisme de leur part ? Ils sont revenus aux sources en ayant profité de leur élection. Que Delphine, qui voulait être candidate du Parti Socialiste, n'aurait pas été élue si elle avait été candidate du Parti Socialiste. Elle a été, sur ma proposition, candidate La République En Marche, elle a été élue. D'ailleurs, je pense que quand on diverge à ce point d'une ligne politique, il ne faut pas hésiter non seulement à quitter le groupe politique qui vous a fait élire, mais à quitter, au fond, les fonctions Elle aurait dû démissionner pour lesquelles vous avez été élu. Et je pense que
Delphine aurait dû proposer une nouvelle élection où elle serait venue avec son étiquette politique pour se faire élire sur son étiquette politique. Je pense que c'est important dans la confiance qu'on doit avoir avec les concitoyens. Dans votre étiquette politique, on va évoquer votre rôle aujourd'hui, vous l'avez un peu évoqué avec François Tonneau. En février dernier, j'ai suivi, donc il y a un mois à peu près, j'ai suivi une de vos visites dans une école de Pierre-Rue, un tout petit village à côté de Fort-Calquier, où vous avez rencontré des enfants de CM1, 9-10 ans. Et pour expliquer votre fonction, vous leur avez imagé ça avec une image de football, vous leur avez dit quand on est ministre, on joue dans une équipe de Ligue 1 et quand on n'est pas bon, on nous renvoie dans l'équipe de Ligue 2, on redevient député. Est-ce que vous vivez ça comme une rétrogradation aujourd'hui ou pas? Tout en Ligue 2 vous savez que c'était une boutade. Oui. Et tout à l'heure, j'ai repris cette analogie footballistique pour évoquer toutes les fonctions. Non, c'était une boutade pour faire comprendre à des jeunes. Mais de toute façon, moi, mon départ du gouvernement, et je pense qu'il était nécessaire que je quitte la place Beauvau parce qu'il fallait fermer un cycle lié au mouvement des Gilets jaunes, au fond, est un regret. Et je ne vais pas m'en cacher. Je ne vais pas vous dire que j'étais content de quitter la place Beauvau à ce moment-là. Il se trouve que j'ai eu différentes fonctions dans ce quinquennat auprès du président de la République. J'en ai d'autres aujourd'hui. Il avait souhaité d'ailleurs, ça a été rendu public, que je sois son conseiller spécial dans la suite. Je n'ai pas souhaité, j'ai souhaité rester au sein du Parlement et être président du groupe majoritaire. Donc voilà. Redevenir député, c'est un tremplin, c'est une traversée du désert, comment vous le voyez? Quand vous êtes président du groupe majoritaire, c'est pas vraiment une traversée du désert. Et puis en même temps, c'est le mandat pour lequel vous avez été élu. Donc moi, je suis fier d'être député des Alpes-de-Haute-Provence. Et je suis fier de mes Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Christophe Castaner qui, il y a 5 ans, a traversé le département à pied dans une grande marche où il a rencontré des habitants, des villageois, des élus aussi? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je crois que j'ai appris beaucoup, mais que j'ai peu changé sur ça, sur ma proximité, sur mon empathie, sur mon humanité. Ma peur en rentrant à Beauvau, d'ailleurs, était parce que je savais que j'allais être confronté à des difficultés exceptionnelles et à des réalités d'une grande violence, celle des violences du quotidien que quelquefois seul le ministre de l'Intérieur dont il est le seul à avoir connaissance. J'avais peur de perdre cette part d'humanité. Je crois l'avoir gardée. Et c'était essentiel pour moi. Et justement, vous évoquez votre passage à Beauvau, il y a eu cette crise des Gilets jaunes où dans le 04, ils ont été très très actifs. Est-ce que ça a écorné un petit peu votre image au niveau local? Est-ce que vous le ressentez ça? Parce que vous étiez l'enfant du pays qui réussissait, qui montait à la capitale, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez cette cassure et que vous êtes peut-être en reconquête affective, je ne sais pas, avec cette population? Sûrement un peu. Après, ce qui est étonnant, c'est que les gens que je rencontre, mais ça n'est pas forcément représentatif, sont toujours très affectueux, très en soutien et très amicaux. Mais mon passage au ministère de l'Intérieur a fait que certains qui ne m'aimaient pas ont pu monter crescendo vers la détestation. Il en reste. Et en particulier des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, ça n'est pas la France. Et les Gilets jaunes des Alpes-de-Haute-Provence, ce ne sont pas les Alpes-de-Haute-Provence. N'oublions pas que cette manifestation a commencé avec 270 000 personnes qui se sont mobilisées dans les ronds-points de proximité. La dernière grande manifestation que nous avions connue en 2018, c'était celle contre la réforme de la SNCF. Il y avait 320 000 personnes et il fallait aller à Marseille pour manifester, ce qui était un peu plus compliqué que d'aller aux 2 ronds-points de Fort-Calquier ou celui de Manosque. Et très vite, c'était 10 000, 15 000 personnes. C'est ça la réalité aussi de la mobilisation des Gilets jaunes. Je ne parle pas du soutien et du questionnement politique, qui était nettement plus important, nettement plus massif. Mais la réalité physique, c'est ça. Donc oui, je crois que ma cote de popularité chez les Gilets jaunes est assez faible. Je ne crois pas que beaucoup de Gilets jaunes aient de toute façon voté pour moi aux élections législatives. On évoque les Gilets jaunes, mais dans les Alpes-de-Provence, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a aussi les élus ruraux qui sont souvent en contestation, se sentent isolés, un petit peu loin de tout, notamment sur des sujets comme la mobilité ou la fracture numérique. Quelle est votre action, vous, aujourd'hui, pour les rassurer et aussi pour faire le lien peut-être sur des progrès qui doivent intervenir? Au quotidien, en lien avec la préfète, en lien avec eux, on essaye d'améliorer les choses. Vous savez, je suis le député des Alpes-de-Haute-Provence qui peut affirmer que la baisse des dotations aux collectivités locales, qui avait commencé en 2010, qui s'est poursuivie pendant tout le quinquennat de François Hollande, a cessé
en 2017. Et au contraire, on a augmenté. Puis quand on a des dispositifs comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, faire en sorte que les maires de mon territoire puissent être défendus, puissent être entendus et que leur dossier soit retenu. Quand nos agriculteurs rencontrent des difficultés, d'être présents à leur côté. Quand les arboriculteurs s'inquiètent d'un décret en préparation qui menace la filière arboricole des Alpes, qui est particulièrement importante, faire en sorte qu'en 24 heures, le dossier soit suspendu et que nos agriculteurs soient associés à l'élaboration du prochain décret. C'est particulièrement important et c'est utile. Quand 500 communes de France postulent pour recevoir de nouveaux services de la Direction générale du Trésor, faire en sorte que Digne, qui n'était pas favori, et j'utilise un euphémisme, finalement soit retenu par Olivier Dussopt, c'est quelque chose dont je pense aussi pouvoir être fier, parce que c'est ce que me permet les relations que j'ai aujourd'hui, mon poids politique. Il se trouve que vendredi dernier, je déjeunais avec Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, et donc je suis ravi qu'il vienne dans quelques semaines à Digne pour confirmer que ce phénomène qu'on a longtemps connu de services qui partaient, ben aujourd'hui on a des services qui reviennent. C'est ce combat-là que je veux mener pour les Alpes-de-Haute-Provence et avec les maires qui ont un rôle essentiel. D'accord. Pour conclure, dernière question, Yvan. On va retourner à Pierre Rue. On n'aura jamais autant parlé de Pierre Rue que dans cet entretien. Mais Pierre Rue, le maire, voilà. Didier de Rupty, son maire aussi. Toujours dans cette classe de CM1, à ces petits enfants, vous leur avez expliqué, dans une petite boutade, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous compris la boutade, mais vous leur avez dit un député, il doit bien travailler, parce que sinon il risque de ne pas redoubler. Est-ce que vous, votre objectif est de redoubler? Est-ce que vous pensez déjà à ces législatives 2022? Oui, mais pour être honnête, je suis mobilisé déjà dans la réflexion de la campagne présidentielle autour d'Emmanuel Macron s'il devait être candidat, et puis il y aura les législatives très vite derrière. Aujourd'hui, ma responsabilité nationale, c'est l'animation d'un groupe de députés, mais d'amener ce groupe de députés vers 2022, et évidemment, je me mets à la tête du groupe de députés vers cette projection pour 2022. Emmanuel Macron sera candidat donc? Nous verrons. J'ai mis ce conditionnel-là qui est un conditionnel d'usage. Emmanuel Macron sera candidat s'il l'annonce et quand il l'annoncera. Merci beaucoup, merci Christophe Castaner de vous être prêté au jeu de la grande interview de la Provence. Merci à tous de nous avoir suivis.